Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Le cerveau humain est une merveille de complexité mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger et de mieux s'en servir. Le Figaro Santé fait le point sur les réflexes à adopter et ceux à éviter. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. La première hypothèse des médecins a été un diagnostic de maltraitance. C'est de la joie pour moi de découvrir que mon enfant est intelligent parce que il a une maladie qui le cloue au lit en permanence, qui le fait souffrir en permanence, qui lui interdit toutes les activités d'un enfant de son âge, et le fait qu'il soit intelligent, ça va lui permettre de faire quelque chose de sa vie. Mon fils, il est très malade, il remplit tous les critères pour en finir et il ne souhaite pas en finir. Ah mais je le redis, je l'affirme haut et fort, nous sommes heureux. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, je suis Aude Cérès et je vous accueille sur le podcast du Figaro qui vous parle d'engagement, de dépassement et de dons. Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Les Engagés. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des hommes et des femmes qui nous aident à voir plus loin. Et parfois, je ne sais pas si cela vous a frappé, l'engagement est à côté de nous, l'engagement n'est pas forcément au bout du monde, il est tout proche. Il est même au sein de notre propre famille, de nos enfants. Notre invité d'aujourd'hui le sait bien et le vit depuis 25 ans. Notre invité d'aujourd'hui se bat depuis 25 ans pour que son fils Thomas ait une vie exceptionnelle malgré son handicap. Thomas Mordant, le fils aîné d'Isabelle et Paul, est chercheur en mathématiques et est porteur d'une forme sévère d'ostréogénose imparfaite, plus couramment appelée maladie des os de verre. Bonjour Isabelle. Bonjour Aude. Isabelle, vous êtes mariée, maman de 2 enfants, Thomas et Pierre. Vous êtes comme votre mari ancien élève de l'école polytechnique et vous avez très tôt après la naissance de votre fils aîné Thomas mis votre carrière en pause afin de vous occuper de lui. Malgré son handicap, Thomas a effectué un parcours scolaire exceptionnel, un baccalauréat scientifique à 14 ans, reçu 22e à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à 16 ans, et il est aujourd'hui docteur en mathématiques. Vous avez publié un livre aux éditions du Cerf absolument magnifique qui s'appelle « Le mystère de la fragilité », préfacé par Cédric Villani qui a rencontré Thomas, et dans lequel vous racontez sans rien cacher et sans misérabilisme le parcours du combattant, de votre famille et de votre fils tout au long de ces années. Alors, Isabelle, j'ai envie de vous poser une première question. L'annonce de cette maladie, de la maladie de Thomas, par le corps médical a été d'une brutalité insensée. Il avait à peine 6 mois, 1 an. Est-ce que vous pouvez nous raconter les premiers mois de Thomas et comment vous avez reçu cette annonce ? Oui, alors en effet, ça s'est passé de manière particulièrement violente. Thomas, c'était un bébé, alors c'était d'abord le plus beau bébé du monde, comme tous les bébés, mais c'était aussi un bébé qui pleurait beaucoup, que je montrais beaucoup aux médecins parce que je m'inquiétais. Et puis, au bout de 6 mois, on lui a diagnostiqué des fractures récentes qui le faisaient souffrir, qui étaient une des raisons pour lesquelles il pleurait, mais aussi des traces de fractures plus anciennes. Alors à l'époque, je ne travaillais pas, je m'occupais de Thomas, il n'y avait personne qui le gardait en dehors de mon mari et moi. Et mon mari et moi ne savions pas expliquer ces fractures. Thomas n'était jamais tombé, il ne s'était pas cogné, nous n'avions évidemment jamais eu le moindre geste violent à son égard. Donc on ne savait pas pourquoi, on était incapable d'expliquer les fractures. Et évidemment, devant ces fractures inexpliquées chez un nourrisson qui ne marchait pas encore, évidemment, qui bougeait à peine tout seul, donc qui ne pouvait pas se laisser faire tout seul, la première hypothèse des médecins a été un diagnostic de maltraitance. Je pense que c'est parfaitement naturel qu'ils aient pensé à ça. Et je suis la première à dire qu'il faut absolument protéger les enfants qui sont maltraités. Je déplore par contre qu'ils n'aient envisagé aucune autre hypothèse et que pendant 6 mois, c'est-à-dire entre l'âge de 6 mois et le premier anniversaire de Thomas, leur seule piste ait été la maltraitance, qu'évidemment mon mari et moi nous nions parce que nous savions que c'était pas ça. Et puis surtout, nous voulions qu'ils cherchent ce qu'avait réellement notre fils, puisque nous on savait que ça ne pouvait pas être de la maltraitance, qu'il y avait forcément une maladie qui expliquait ces fractures. Vous aviez émis cette hypothèse de la maladie des os de verre ? Oui, parce que j'en avais entendu parler, parce que c'est la cause, en dehors de la maltraitance, c'est la cause la plus habituelle de fragilité osseuse qui puisse expliquer les fractures. Il se trouve que Thomas a une forme particulièrement sévère d'ostéogenèse imparfaite, mais aussi une forme très atypique, une forme très rare en fait, qui ne présentait pas les caractéristiques cliniques et physiques qu'ont les bébés qui ont cette maladie. Du coup, les médecins avaient balayé d'un revers de main cette hypothèse. Voilà.
Au-delà du fait que c'est très pénible d'être accusé à tort, au-delà du fait que Thomas était sur le point d'être placé, que nous avions perdu tous nos droits parentaux sur lui, nous n'avions même pas accès à son dossier médical, nous étions très inquiets parce que nous étions convaincus qu'il y avait quelque chose, qu'il avait une maladie et que pendant tout ce temps où on nous accusait, on ne cherchait pas la vraie cause de ses fractures et on ne cherchait pas non plus de moyens de le soigner parce qu'à l'époque, nous espérions qu'il y aurait des traitements. Donc finalement, on vous annonce cette maladie dans un couloir entre deux portes, vous le décrivez dans votre livre, ce moment absolument épouvantable et hors du temps où on ne prend même pas la peine de vous recevoir dans un bureau. Ni de nous faire asseoir, ni rien. Il était 9h du soir, Thomas était hospitalisé sous surveillance puisque nous avions encore une fois perdu tous nos droits. J'étais enceinte de mon deuxième enfant, enceinte de quelques semaines. Je promenais Thomas dans mes bras dans le couloir pour essayer de l'apaiser avant le moment où j'allais être obligée de le quitter parce que je n'avais pas le droit de rester avec lui la nuit. Mon mari m'avait rejointe après le travail et effectivement, le médecin qui nous accusait depuis des mois est venu nous voir dans le couloir et sans même nous faire asseoir, sans même nous isoler des autres parents qui étaient dans le couloir, nous a dit que finalement, c'était la maladie des os de verre, que c'était une forme grave parce que s'il se cassait avant même de marcher, c'est que c'était vraiment une forme grave, que c'était une maladie génétique, que mon deuxième enfant risquait d'être porteur aussi, mais qu'il ne pouvait pas nous en dire plus. Et il nous a dit que finalement, nous n'étions plus accusés, c'était la seule bonne nouvelle, et que nous pouvions rentrer chez nous avec notre bébé. Et vous écrivez dans votre livre « Honte à vous, professeur, pour cette indécence et pour ce qui a précédé ». C'est des mots forts, mais je les assume entièrement. Je trouve que c'est indécent, c'est même criminel, voilà, quitte à être très forte. J'avais 26 ans, mon mari en avait 27, c'était notre premier enfant, j'étais inquiète depuis des mois, j'étais enceinte, donc fragilisée aussi par ça. On nous avait, là aussi c'est un mot que j'emploie dans mon livre et que j'assume, on nous avait torturés pendant des mois à nous accuser, à nous interroger ensemble séparément, à fouiller toute notre intimité familiale, à déformer tous nos propos aussi pour essayer d'extirper un aveu qu'ils n'ont jamais eu, bien évidemment, puisqu'il n'y avait rien à avouer. Je trouve que c'est indécent et renvoyer des jeunes parents comme ça d'un revers de main. Mon mari, je l'ai écrit dans mon livre, donc je peux le dire à la radio, des années plus tard, m'a dit on aurait pu se suicider. On n'avait pas le choix, on était obligés de tenir, mais je pense que c'est criminel, oui. Entre ces séjours à l'hôpital, ces multiples fractures, vous voulez vous battre pour que Thomas rentre à l'école et ait un parcours scolaire le plus normal possible. Très tôt, il montre des capacités intellectuelles assez exceptionnelles, notamment sur la lecture, très jeune. Et alors, vous vous heurtez dans l'administration, à l'éducation nationale, à de multiples freins, injustices. Lesquels vous ont le plus choqué ou blessé dans le parcours scolaire de Thomas, de ses 4 ans et demi à ses 13 ans? L'histoire scolaire de Thomas, elle a commencé quand il a commencé à aller à l'école, c'est-à-dire en 2002. Il avait 4 ans. C'était avant la loi de 2005. Elle est déjà ancienne et peut-être les choses ont-elles évolué. Je ne peux pas me prononcer sur la façon dont les choses se passent à l'heure actuelle. Mais à l'époque, on considérait qu'un enfant aussi malade, aussi handicapé que Thomas n'avait tout simplement pas de place à l'école et que c'était pas nécessaire de le scolariser parce que de toute façon, il était trop malade. Or, Thomas, comme vous l'avez dit, c'était un petit garçon qui était intelligent. J'avais découvert par hasard qu'il avait appris à lire tout seul à l'âge de 3 ans et demi. Il s'intéressait à plein de choses. Il était très intelligent. Je n'en suis pas particulièrement fière, d'abord parce que j'y suis pour rien, mais c'est plus que de la fierté, c'est du bonheur, c'est de la joie pour moi de découvrir que mon enfant est intelligent, parce qu'il a une maladie qui le cloue au lit en permanence, qui le fait souffrir en permanence, qui lui interdit toutes les activités d'un enfant de son âge, et le fait qu'il soit intelligent, ça va lui permettre de faire quelque chose de sa vie. C'est ça qui éclaire notre vie familiale à ce moment-là, et c'est ça qui me donne l'idée que Thomas a une place dans le monde, a une place dans la société. Je me suis heurtée, en effet, à un système qui considère qu'un enfant handicapé n'a pas d'avenir, qui va de toute façon toucher des allocations et que donc c'est absolument inutile de lui faire des études ou même simplement de le mettre à l'école. Et ça m'a révoltée. Alors, c'est à la fois un système et c'est à la fois des personnes. Une des anecdotes, ça a été notamment une auxiliaire de vie scolaire. Thomas avait des auxiliaires de vie scolaire qui l'accompagnaient à l'école, qui considérait qu'elle était là pour élever Thomas, alors qu'elle était là pour l'aider matériellement, puisqu'il ne pouvait rien faire tout seul, et aussi pour le protéger, parce qu'il était encore très petit, et qu'un enfant aussi fragile dans une cour de récréation d'école maternelle, ça nécessite beaucoup de précautions.
et qui, au motif qu'il fallait l'éduquer, a appliqué des méthodes qu'elle considérait comme éducatives, mais qui pour moi étaient de la maltraitance, qui étaient des humiliations permanentes, qui étaient une manière de le stigmatiser en permanence, de l'insulter, enfin de l'humilier, en utilisant justement son handicap pour l'humilier. C'est-à-dire comme il ne pouvait pas faire les choses, du coup il était privé, il n'avait pas le droit d'aller en récréation, voilà, bref. Ça, moi, j'ai considéré que c'était une forme de maltraitance d'une personne à l'égard de Thomas, mais enfin quand même une personne qui était nommée et envoyée par l'Éducation nationale et pas choisie par moi. Une autre anecdote, mais plus tardive, mais c'est quand Thomas a passé son bac, j'ai évidemment dû faire toutes sortes de démarches pour obtenir tous les aménagements nécessaires, les tiers-temps, un secrétaire puisqu'il ne pouvait plus écrire tout seul, une dispense d'éducation physique, bref, toutes sortes d'aménagements. Et la personne qui était chargée de suivre son dossier et de mettre en œuvre tous ces aménagements m'a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi vous faites tout ça, parce que de toute façon, Thomas est handicapé, quand il sera adulte, il aura des allocations, et donc ça sert absolument à rien qu'il fasse des études. » Thomas, il avait 14 ans à l'époque, puisqu'il avait 3 années d'avance. Quand on a un adolescent de 14 ans, est-ce qu'on peut imaginer que le projet de sa vie, le rêve de sa vie, c'est de rester dans son lit à toucher des allocations ? Peut-être certains, j'en sais rien, je ne juge personne, mais c'était absolument pas le cas de Thomas. Thomas, les mathématiques et ses études et son futur métier, c'était toute sa vie. Et l'en priver, considérer qu'il n'en avait pas besoin et donc pas le droit, en fait, c'est quelque chose qui m'a énormément choquée. Vous décrivez votre rôle d'aidante auprès de Thomas. Tous les matins, vous levez Thomas, vous l'habillez parce qu'il ne peut pas se déplacer depuis fort longtemps. Où puisez-vous cette force de chaque jour sans vous décourager? Alors, il y a peut-être des relais, votre mari, son frère. Alors effectivement, Thomas ne peut faire seul aucun des gestes de la vie quotidienne. Il ne peut pas manger seul, ni se laver, ni s'habiller. Il faut tout faire à sa place. Il faut aussi le porter pour l'installer dans son fauteuil. Je le conduis en voiture pour ses diverses activités. Je lui sers de secrétaire. Je lui sers de kinésithérapeute à l'occasion. Je lui sers d'infirmière malheureusement assez souvent. J'ai de multiples casquettes pour m'occuper de Thomas. C'est fatigant, c'est parfois difficile, comme vous l'avez dit, bien sûr. Il y a des gestes qui sont difficiles tout simplement parce qu'ils font mal à Thomas. Pour autant, c'est lumineux au sens où quand je vais lever Thomas, il est toujours joyeux, il est toujours content de ce qu'il va faire, il a toujours plein de projets, il est toujours plein d'énergie, il s'inquiète, c'est en général lui qui me demande comment je vais plutôt que l'inverse, en tout cas il me le demande en premier. Il s'inquiète des autres et voir dans un petit corps si faible, si fragile et si dépendant, une telle énergie, une telle joie, un tel désir de vivre, un tel amour de la vie, c'est ce qui récompense tous mes efforts, toute ma fatigue parfois, toute mon inquiétude parfois. Et c'est aussi ce qui donne le sens à chaque matin où je me lève, moi. Thomas a des facultés intellectuelles hors normes, puisqu'il a intégré l'école normale supérieure à 16 ans, qu'il est aujourd'hui chercheur en mathématiques. Vous-même êtes ingénieur ainsi que votre mari. À quel moment vous êtes rendu compte qu'il avait ces capacités intellectuelles hors normes ? Alors, vous faites bien de préciser que mon mari et moi sommes ingénieurs, mais on n'est pour rien dans le fait que Thomas soit si intelligent. Vous avez pu l'aider aussi. Mais j'emploierais plutôt le terme accompagner que le terme aider. J'ai découvert très tôt, et tout à fait par hasard, qu'il savait lire, qu'il avait appris à lire tout seul. Quand il a commencé à lire, il s'est mis à dévorer tout ce qui lui tombait sous la main. Il ne savait pas seulement déchiffrer, il savait lire au sens où il comprenait tout ce qu'il lisait, il était capable de le raconter, d'en discuter par la suite. J'ai découvert à ce moment-là qu'il s'intéressait en fait à de multiples sujets, pas seulement aux mathématiques. En réalité, Thomas est féru de littérature, il a eu une période où il était passionné par la géographie, il a été passionné par la mythologie, il est extrêmement cultivé en réalité. Et il s'est passionné aussi pour les mathématiques. Alors là, c'est vrai, pas qu'on l'a aidé, mais c'est vrai qu'on a été capable de s'en rendre compte avec mon mari. Il me racontait tout ce à quoi il pensait et tout, et je me suis rendu compte qu'à l'âge de 9 ans, il s'interrogeait sur la géométrie non euclidienne, ce qui n'est pas du tout au programme ni du lycée, je pense qu'on en parle dans le supérieur peut-être, mais pas avant. Il apprenait pas par cœur les choses, il avait une compréhension très profonde d'un certain nombre de notions mathématiques. En réalité, il comprenait vraiment les choses, et ce, de manière purement cérébrale, puisqu'il ne pouvait pas écrire. Moi, j'ai vu là une piste, je me suis dit que s'il aimait ça, et s'il était doué, il avait un avenir là-dedans, il pouvait en faire quelque chose. Et ça a été son souhait très tôt, mais là, il a fallu effectivement se battre contre les institutions de l'éducation nationale, on en a déjà parlé, qui considéraient qu'un enfant comme Thomas n'a pas forcément besoin de faire des études.
Une fois qu'il est arrivé en classe préparatoire, puis à Ulm, les choses se sont aplanies et le regard porté sur Thomas était très différent. Bien sûr, on s'est heurté aux institutions de l'éducation nationale, pas aux enseignants qui suivaient Thomas eux-mêmes, qui constataient les capacités de Thomas. Et c'est à l'initiative d'enseignants que Thomas a sauté des classes, et les enseignants qui l'avaient comme élève nous soutenaient toujours dans nos démarches. C'est pas contre eux que j'en ai contre l'administration. Et effectivement, quand il est rentré en prépa, les enseignants ont été formidables. Malheureusement, les classes préparatoires font encore partie du système du second degré de l'éducation nationale. Donc on était encore soumis aux mêmes règles, parfois stupides, qui régissent la scolarité des enfants handicapés. Ça nous a compliqué la vie, notamment pour des histoires d'auxiliaires de vie scolaire. Mais il était effectivement très très bien accueilli, à la fois par ses enseignants, par tous ses camarades, qui reconnaissaient ses qualités intellectuelles, ses qualités humaines aussi, parce que c'est pas seulement un garçon très intelligent, c'est aussi quelqu'un de très gentil, de très amical, de très drôle, manifestement. De très drôle et qui a très envie. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Il a 26 ans, il est enseignant-chercheur. C'est quelqu'un qui a à cœur de partager ce qu'il apprend, de le transmettre. Ses camarades l'aidaient en lui donnant leurs notes de cours, mais lui, il a souvent aidé de son côté en réexpliquant certaines notions, en partageant ce qu'il faisait avec ses camarades. Concrètement, comment Thomas travaille-t-il ? Comment a-t-il travaillé au long de sa scolarité et aujourd'hui ? Donc, il ne peut pas écrire, donc il dicte. Il est aidé par quelqu'un qui prend des notes, ou parce que vous l'expliquez pendant le passage des concours, dicter des formules mathématiques, des raisonnements mathématiques, c'est quand même extrêmement compliqué. Tout au long de sa scolarité et de ses études, il a dicté son travail. Ce qui est un très gros effort pour lui en réalité, parce que ça veut dire, quand on dicte par exemple des longs calculs, il faut quand même savoir où on va avant de commencer. C'est-à-dire qu'il faut quand même une réflexion. Donc de tête, il faut deux têtes, dictait, oui, c'est ça. Sans l'aide de, moi, ça m'a frappé, de l'écriture. C'est pas des mathématiques, mais moi, ça m'a frappé un jour où il devait faire une dissertation en français, en première. C'était moi sa secrétaire à ce moment-là. J'étais assise à côté de lui, j'attendais qu'il me dicte. Pendant 1 heure, il ne m'a rien dit. Là. Alors, c'est 4 heures, le temps imparti, avec éventuellement un tiers-temps, mais pendant 1 heure, il n'a rien dit. Donc, je me suis dit, il n'a rien à dire, il sèche. Évidemment, moi, la maman se réveillait un petit peu en moi, derrière la secrétaire, et s'inquiétait un petit peu. Et puis, en fait, au bout d'1 heure, il m'a dicté une dissertation de la première à la dernière ligne. C'est-à-dire qu'il avait fait de tête tout le plan, il avait recensé ses arguments, ses exemples, etc. Et je pense qu'il fait comme ça en mathématiques aussi. Alors, c'est une grosse difficulté parce qu'effectivement, c'est difficile pour lui, mais il faut aussi trouver des secrétaires qui soient capables de prendre sous la dictée des mathématiques. Quand il est rentré à l'école normale supérieure, ce système n'existait absolument plus du tout. Donc, c'est moi qui suis allée avec lui. Je me suis installée avec lui dans une chambre à l'école normale supérieure et je lui ai servi de secrétaire pendant toute sa scolarité jusqu'à la fin du Master 2. C'est là que peut-être que ma formation m'a été un petit peu utile pour noter sous sa dictée des choses parfaitement incompréhensibles, y compris pour moi. Aujourd'hui, dans sa vie professionnelle, il arrive à taper Alors, il n'arrive pas à taper à l'ordinateur, mais sur un clavier d'ordinateur, mais il arrive à taper un petit peu sur un clavier tactile de petite taille, donc sur une tablette en fait. Taper des mathématiques, c'est pas facile non plus, parce que les formules, c'est pas les logiciels auxquels on est habitué. Et puis, il bénéficie de l'aide. Alors moi, j'ai déclaré forfait après le Master 2. Donc, aujourd'hui, dans sa vie professionnelle, il est assisté par des étudiants ou par des doctorants pour taper ses articles de recherche. Il faut quand même des gens de très bon niveau. Donc, c'est des doctorants qui sont volontaires, bien sûr, mais une partie de leur charge d'enseignement est affectée à cette assistance qu'il porte à Thomas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la spécialité de Thomas ? Thomas travaille en géométrie algébrique, donc c'est déjà une spécialité des mathématiques assez pointue. Je peux vous dire le titre de sa thèse, si vous voulez, c'est assez poétique, à défaut de comprendre quelque chose. Sa thèse s'intitule « Auteur de Griffith-Catto, des pinceaux de variété projective ». Merci. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Merci beaucoup Isabelle. On va passer à une autre partie de notre entretien qui concerne, avec votre expérience de maman d'un enfant porteur de handicap, votre vision de la société. Vous l'avez dit tout au long depuis la naissance de Thomas, vous êtes heurté à différents écueils, différentes difficultés, et puis au regard de la société. Est-ce que vous avez l'impression depuis quelques années que le regard de la société a évolué dans le bon sens sur les jeunes, sur les porteurs de handicap, ou est-ce qu'on a encore énormément de chemin à faire ? Les deux. Je pense que ça a évolué dans le bon sens, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et qui je ne sais pas s'il va pouvoir se faire. Je pense que notre société, elle est tiraillée entre d'un côté une volonté d'inclusion des personnes handicapées avec
des moyens qui sont mis en œuvre, qui sont colossaux et qui sont réels, hein, et un regard qui a évolué. Disons que certaines choses que j'ai pu entendre quand Thomas était petit, aujourd'hui, elles sont tout simplement illégales. Donc, heureusement, le fait que la loi interdise de dire certaines choses n'empêche pas certaines personnes de les penser, bien sûr. Mais je pense quand même qu'il y a une façon de considérer les personnes handicapées qui a heureusement évolué, mais que ça, c'est contradictoire avec l'image qu'on se fait de la performance, de l'efficacité, de la réussite, du bonheur, qui sont associés à la bonne santé, à l'autonomie, tout ce que Thomas n'a pas, et tout ce que les personnes handicapées n'ont pas. Je pense qu'on a encore tendance à considérer les personnes handicapées au travers de leurs déficiences, puisqu'elles en ont, bien sûr, et non pas au travers de leurs qualités. On ne réalise pas suffisamment, à mon avis, tout ce qu'elles peuvent apporter à la société. Toute la richesse, en fait, qu'elles constituent, soit par leur qualité intrinsèque. Par exemple, Thomas, il est chercheur, il est enseignant, il va certainement apporter, même si j'y comprends rien, des éléments à la science, et il a vocation aussi à transmettre tout ce qu'il découvre et tout ce qu'il sait. Il forme des étudiants, il enseigne aujourd'hui. Donc, il apporte quelque chose, il contribue au monde. Mais même sans que ce soit aussi factuel, moi j'ai réalisé en étant la mère de Thomas que la fragilité en fait nous concerne tous. C'est-à-dire que parfois Thomas il est infiniment fragile au sens propre du terme, il est complètement dépendant, donc on pourrait avoir l'impression qu'il faut le protéger et qu'il est bénéficiaire de nos soins. En réalité, j'ai découvert que moi je suis aussi très fragile dans d'autres domaines, d'une part, et puis que quand on soigne Thomas, on reçoit autant qu'on donne. Et que finalement, la relation qui se crée, elle est riche en elle-même. Parce que vous l'écrivez aussi, et vous pouvez nous le redire, vous dites « nous sommes heureux ». Ah mais je le redis, je l'affirme haut et fort, nous sommes heureux. Et alors ça surprend beaucoup les gens. Ils s'imaginent que c'est une forme d'angélisme ou de déni. Alors le déni, ça j'accepte pas parce que je suis aux premières loges pour constater toutes les difficultés. Donc je peux pas être dans le déni. Nous sommes heureux parce que notre vie, elle est ramenée à l'essentiel. Elle est ramenée à l'essentiel, et l'essentiel, c'est la joie de Thomas. C'est toutes sortes de petites joies quotidiennes que, quand on n'est pas confronté à la difficulté, on a tendance à négliger, à sous-estimer, alors que nous les savourons parce que nous savons qu'elles ne sont pas indues. La richesse, c'est aussi la relation qu'on a avec Thomas. Thomas, c'est le ciment de notre famille. On a découvert la richesse et la profondeur de cette relation qui est décapée de toutes les apparences, parce que quand on s'occupe de Thomas, on est à nu en fait. On est confronté à notre propre défaut, à toutes nos propres insuffisances, et ça nous fait grandir en fait, parce qu'on est obligé, on est dans la vérité en fait. Est-ce que vous comprenez que des parents et des familles d'enfants porteurs de handicap soient révoltés et n'en puissent plus ? Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas, dans tout ce que j'ai dit, de nier les difficultés. La maladie, c'est injuste, donc c'est normal d'être révolté, même si on n'y peut rien. Et la souffrance, c'est plus qu'injuste, c'est un scandale. La souffrance, c'est un scandale, la souffrance, c'est laid. Et je ne fais pas du tout partie des gens qui sont un peu doloristes et qui voient une certaine noblesse, une certaine vertu dans le fait de souffrir en serrant les dents et sans rien Vous dire. l'écrivez dans votre livre que les souffrances de Thomas sont laides. C'est laid, oui, c'est laid. C'est pas lui qui est laid, oui. Mais la souffrance, c'est laid. Oui, bien sûr. Moi, voir mon fils souffrir, c'est intolérable, c'est révoltant. Je comprends bien que les parents soient révoltés, mais je le suis moi-même. Mais ce que j'ai compris, mais là je vais parler en mère d'un jeune homme de 26 ans qui a 25 ans de recul sur cette situation, ce que j'ai compris, c'est que se révolter, c'est épuisant. Ça sert à rien, donc il faut choisir ses combats. Il faut choisir de se battre contre des choses auxquelles on peut remédier. Malheureusement, en tout cas la maladie de mon fils, elle ne se soigne pas. Les souffrances, on peut les soulager, il faut les soulager par tous les moyens qu'on peut trouver. Et puis, les souffrances résiduelles auxquelles on ne peut rien, il faut les accepter et les accompagner. Je pense que la révolte permanente, c'est épuisant et destructeur. Il y a pour vous de saines révoltes également, et vous êtes exprimé dans des tribunes autour du projet de loi sur la fin de vie, comme d'autres familles de jeunes porteurs de handicap. Pourquoi participer à ce débat ? Parce que je constate que même si le regard de la société a évolué,
même si l'inclusion, donc j'emploie toujours des guillemets parce que je trouve qu'on n'inclut pas les personnes handicapées, elles font partie de la société. Mais bon, il se trouve qu'on considère encore qu'il faut les inclure. On fait des gros progrès, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je suis bien obligée de constater le délabrement de notre système de santé. Aujourd'hui, là, je parle vraiment d'actualité. Je rencontre les pires difficultés pour faire soigner mon fils, qui en a besoin, parce qu'il a une maladie grave, évolutive, avec toutes sortes de complications, qui doivent être prises en charge, prises en considération, et soignées autant qu'on le peut. Il me faut des mois, parfois 1 an, pour avoir un rendez-vous pour des choses qui sont urgentes. Il y a même parfois des refus de soins, faute de place. Je constate que tout le matériel dont mon fils a besoin coûte extrêmement cher, qu'il n'est pas toujours correctement pris en charge. J'appelle de mes vœux des progrès de la médecine, de la recherche qui permettraient de le soigner mieux. Aujourd'hui, les traitements n'existent pas, mais pourquoi pas moi, je rêve qu'un jour, on soigne un enfant qui naîtrait atteint de la même maladie que Thomas. Mais ça coûte cher, il faut investir dans la recherche. Je constate aussi le coût de l'accompagnement de ces personnes en termes de mobilisation de personnel. Donc moi, je suis très engagée auprès de mon fils comme auxiliaire de vie ou comme aidante, mais c'est terriblement difficile de financer et de recruter du personnel. Et Thomas, il a besoin d'une assistance 24 heures sur 24. Bref, la prise en charge des personnes les plus malades, les plus handicapées, elle est très coûteuse, elle est chronophage et notre société est en difficulté face à ça. Et je crains que si on propose, on appelle ça une aide à mourir pour enjoliver, mais enfin, si on propose l'euthanasie à des personnes qu'on ne parvient pas à soigner, on renonce à développer toutes les aides dont mon fils a besoin pour vivre. Et pour qu'il y ait un vrai choix, il faut qu'il y ait une alternative. Il ne faut pas qu'on propose à mon fils ou à d'autres personnes dans sa situation la fin de vie, faute de mieux, parce qu'on n'est pas capable de les accompagner à vivre. Moi, je sais, je le dis haut et fort, et il m'entend, et il m'autorise à le dire. Thomas, il aime vivre, il a envie de vivre, il fourmille de projets. C'est un devoir de notre société, parce que c'est un citoyen comme les autres, de lui permettre de réaliser ses projets. La vie de mon fils est un témoignage en lui-même, en fait, en elle-même. Je pense qu'il faudrait mettre davantage en avant les personnes concernées par cette loi, parce que là, moi, j'entends beaucoup de personnes s'exprimer qui sont des gens comme vous et moi, qui sont des gens bien portants. Alors moi, je parle comme aidante de quelqu'un qui pourrait être concerné, mais on a tendance, quand on est bien portant, à se dire « Oh là là, moi, si je suis très malade, je préfère en finir et tout ». C'est pas vrai. Mon fils, il est très malade, il remplit tous les critères pour en finir et il ne souhaite pas en finir. Donc, décider par avance qu'à tel ou tel stade d'une maladie, on voudra en finir, c'est une erreur, parce qu'en fait, quand on y est, on ne sait pas forcément ce qu'on ressent. Et puis en plus, il y a des passages difficiles qu'on est capable de dépasser, de surmonter, une fois qu'une période extrêmement douloureuse, extrêmement difficile est passée. Et Thomas en a vécu plusieurs dans son enfance, où on avait vraiment l'impression que tout était perdu. Et pourtant, il les a dépassés. Et une fois qu'on avait trouvé le moyen de le soulager ou de l'accompagner mieux, ça repartait, pour dire les choses un peu vulgairement. Et si on avait à ces moments-là cédé en disant « tant pis, c'est trop tard, c'est trop dur, laissons tomber, c'est fini », il n'aurait pas eu tout ce qu'il a eu après, et la société n'aurait pas eu non plus tout ce qu'elle a grâce à lui. Même quand quelqu'un a envie d'en finir, je me dis que notre rôle, c'est de l'aider. Moi, j'ai envie de vivre dans un monde où on soigne les gens, pas où on les aide à en finir. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. J'en viens à la question rituelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Alors moi, je crois beaucoup à l'engagement par l'exemple. Il y a des personnes qui incarnent, en fait, au sens littéral, la cause qu'elles défendent, une cause que parfois elles n'ont pas choisie. Je vous suggérerais volontiers d'inviter une jeune femme qui s'appelle Agathe Barrois, qui est porteuse d'un handicap extrêmement lourd comme mon fils, pas le même, mais une sévérité comparable, et qui est aujourd'hui étudiante à l'École normale supérieure et qui passe l'agrégation de lettres classiques ces jours-ci. D'ailleurs, je lui adresse tous mes vœux. Je pense qu'une personne comme elle, de manière extrêmement discrète, témoigne, au sens le plus noble du terme, témoigne de la beauté de la vie et de l'amour qu'on peut et qu'on doit, je crois, lui porter. Merci beaucoup, Isabelle Mordant. Merci, Aude. Je rappelle que vous êtes la mère de Thomas Mordant, mathématicien et atteint d'une maladie très grave. Vous avez écrit un livre aux éditions du Cerf qui s'appelle « Mystère de la fragilité ». Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivants. À bientôt. Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Le cerveau humain est une merveille de complexité mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger et de mieux s'en servir. Le Figaro Santé fait le point sur les réflexes à adopter et ceux à éviter.
Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.